Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, votre émission 100% rugby, tous les dimanches à 18h. Au sommaire ce soir, le top 14 a repris. Jean-Baptiste Elissal, notre consultant, a passé cette première journée à la loupe. Retour sur le succès à l'extérieur de Pau. Sébastien Piqueronis, l'entraîneur palois, sera avec nous à partir de 20h15. On se projettera sur la dernière affiche de la journée également, Clermont-Toulouse ce soir. Passer du top 14 à la nationale, c'est le gros pari de Guillaume Rouette, le basque ancien de l'Aviron Bayonnais, désormais à Nice. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir et participer. C'est parti pour une heure complètement ovale. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe Spanghero. Salut François, salut l'équipe. Et bonsoir Quentin Cabanis. On commence toujours par donner la parole à Quentin, bonsoir. Celui qui tient les manettes, qui a le micro, qui tient l'horloge également. Les résultats quand même de cette première journée de top 14 qui va se terminer ce soir, ce sera sur Sud Radio avec Clermont-Toulouse, je le disais. Exactement, avec un succès pour le Stade français dans le match d'ouverture face au promu Montalbanais 47-24. Défaite de Perpignan à domicile contre Bayonne 26-19. Castres a également perdu à domicile contre Pau 17-15. Victoire large du Loup face au Racing 92 32-7. Beau résultat de Toulon qui s'impose à Montpellier 27-17. Et puis l'UBB a battu La Rochelle 23-13. 18 avec c'est l'essai de fin en c'est plus. Tout à fait. En plus, ça fait le bonus défensif. Tout à fait, ça change beaucoup de choses. Et j'avais écrit 23-18. Alors... Je ne sais plus lire, c'est pas grave. Non, mais il faut l'excuser parce qu'il a joué ce matin au Trophée des restaurateurs qui était sponsorisé par Sud Radio. Donc, il est quand même un peu en difficulté. Là. Je suis cassé de partout. Voilà. Mais c'était un très bel événement du côté de Massy. Il est un lactique. Ah là, je suis dans le dur. Je suis dans le dur vraiment. D'autant que tu as croisé la route de Andy Timo, champion olympique de rugby à 7. Je dirais que c'est lui qui m'a croisé, mais pas modestement. Voilà. Je vais courir après. On parle du résultat de l'équipe Sud Radio ou pas ? On a fini 11e sur 14, mais c'est pas mal. En tout cas, vous avez participé et c'est super, d'autant qu'il faisait quand même très chaud à Paris aujourd'hui. Pas spécialement affûté et préparé. Philippe Spanghero, tiens, puisqu'il chambre un peu Quentin, c'est quoi ton petit clin d'œil du jour ? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette première journée de Top 14 qui n'est pas terminé, je le disais, mais sur ce qu'on a vu, s'il y avait un fait à retenir, qu'il soit sportif ou extra-sportif d'ailleurs. Le sportif, on en reparlera tout à l'heure, donc je vais être un peu dans l'extra sportif et cette nouvelle mise en scène pour mettre à l'honneur les arbitres. Alors, ça a fait un peu jaser cet été quand ça a été annoncé par la Ligue et c'est sûr que voir cette haie d'honneur des joueurs pour les arbitres avant chaque match, ce cérémonial, ça peut surprendre. Moi, je trouve ça bien de sanctuariser cette relation à l'arbitre. On est souvent pris en exemple le rugby par rapport à la relation et au respect qui existe entre les joueurs et les arbitres. Voilà, je trouve qu'on renforce encore ça par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres sports. Et voilà, c'était le petit clin d'œil du jour à voir finalement. Quand après l'annonce de la Ligue, on pouvait se demander à quoi ça allait ressembler. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Plutôt réussi. Jean-Baptiste Elissal, t'as un avis sur la question là ? Non, pas trop. J'ai cru voir que les arbitres n'étaient pas très très favorables à ce petit clin d'œil. Non, pas trop d'avis. Écoutez, si ça fait plaisir à tout le monde et si ça donne une bonne image du rugby, pourquoi pas. Et si ça rend les arbitres meilleurs, en plus, déjà qu'ils sont très bons, voilà, pourquoi pas. Voilà. Ils ont été plutôt pas mal sur la première journée. On va arriver à l'œil de Jean-Baptiste. Voilà, qu'est-ce que tu as vu toi ce week-end là sur ces 6 premiers matchs qui ont retenu ton attention, ton attention de technicien, Jean-Bas. Alors, j'ai fait un focus sur ce que je sens venir à La Rochelle et sur leur animation offensive qui était vraiment très stéréotypée, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les quelques dernières années. Et je sens que ça commence à bouger un petit peu plus. Et donc, ça va leur donner une autre arme en plus à la puissance qu'ils ont déjà quand ils ont Antonio, Skelton, etc. Je pense que le fait que ces 3 quarts bougent un peu plus, avec le recrutement qu'ils ont fait, Paco, Mignashvili, Lagivala et le Garec, ça va donner beaucoup de solutions autour de la charnière. Et c'est pas un mal parce que ça devenait quand même un peu frustrant de les voir jouer toujours de la même façon. Ouais, ça veut dire que là, on l'a déjà vu, selon toi, hier. Enfin, c'était vraiment notable, parce où c'est lié justement à l'animation de Le Garec aussi, qui apporte peut-être cette touche de vivacité, de fantaisie qui leur manquait.
Non, c'était notable quand les trois quarts sont allés dans les couloirs, c'est-à-dire les couloirs, ce qu'on appelle, c'est les 15 mètres près des touches, de la touche aux 15 mètres, quand ils sont avancés là, dès qu'ils sont relevés de leur ruck, on les a vus les 2-3 premiers partir et dézoner. Ce qu'on appelle dézoner, c'est de traverser le terrain pour aller donner des solutions sur la deuxième ou troisième phase autour du numéro 10, à l'opposé là-bas. Et ils ont eu le réflexe de le faire, donc ça a déclenché des espaces, ça a déclenché des espaces pour le Garec qui aime ça a des solutions autour de lui. On les a vus jouer un peu plus debout. Alors, avec beaucoup de scories, parce que ça leur a coûté cher parce qu'ils ont pris des contres. Mais je pense qu'il faut en passer par là et je suis sûr que ça donnera une autre allure à cette équipe qui ne sera plus uniquement basée, que je répète, sur sa puissance. Voilà, sur le défi physique. Philippe Spanghero, ce que dit Jean-Bas avec son œil de technicien, ça te parle? Toi, tu l'as vu aussi hier soir dans ce match qui a tenu ses promesses. Hein. C'était un beau choc entre l'UBB et La Rochelle. Oui, un beau choc. J'attendais de voir La Rochelle. Oui, je suis d'accord avec Jean-Baptiste. Mais c'est vrai que il y a une question à laquelle on attend une réponse quand même. On se l'est posé plusieurs fois la saison dernière. C'est de savoir si cette équipe, cet effectif rochelais qu'on a connu vraiment au sommet avec ses titres européens et puis ses défaites de peu, notamment en finale contre Toulouse, était en fin de cycle. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé la saison dernière et à reconstruire complètement, ou est-ce que c'était une saison sans, une saison de transition? Et donc j'attendais un peu de réponse hier et honnêtement on a eu un bout de réponse, c'est-à-dire qu'on a senti un effectif rochelais solide qui sera quand même, je pense, très compétitif cette saison, et je crois pas qu'on soit dans une fin de cycle comme on a pu l'évoquer en fin de saison dernière. Ouais, Jean-Baptiste, est-ce que, visiblement il y a une évolution, ça s'explique par l'arrivée des joueurs, ça s'explique aussi par la volonté d'un staff, d'un entraîneur qui n'était pas trop convaincu par ça quand même les précédentes saisons. Pourquoi il aurait changé en quelques semaines? Je pense qu'il s'aperçoit que ces gros porteurs commencent à fatiguer. Skelton n'était pas là. Winnie Antonio, on ne sait pas si malheureusement il pourra rejouer au rugby. Il a une grave blessure au ischio-jambier. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Et je pense que le recrutement, notamment derrière cette année, et je pense que ça va venir l'année prochaine devant, a été fait en fonction de ça. C'est-à-dire que voilà, on est très puissant, mais quand on n'a pas ces joueurs-là, comment on fait? Avec l'apport de mecs comme Gégou, qui sont des gros coureurs, des mecs de rupture. Je pense que Lavaux en deuxième ligne, je pense que La Rochelle a tout intérêt à avoir un peu plus de cordes à son arc. C'est-à-dire la corde de la puissance quand on a tout notre potentiel sur terrain, et une corde, je dirais, de déplacement du ballon et des hommes. Parce que le Garec, il a beau être bon, s'il n'a pas de solution autour de lui, si personne ne dézone et vient lui donner des solutions, ça sera aussi compliqué pour lui. Donc je pense que l'AMUS s'est opéré. Ils l'ont fait très maladroitement l'année dernière. Ils ont mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'ils ont voulu bouger le ballon, mais les hommes ne bougeaient pas. Les ailiers restaient dans leur zone, les centres aussi. C'était très stéréotypé. Et là, j'ai l'impression que ça commence à changer. Bon, qu'est-ce qui se dit au Vieux Crampon, ta brasserie qui est pas très loin du stade de Flandre à La Rochelle? On est pour ça, parce que quand même à La Rochelle, on aime bien quand même le rugby d'avant. Oui, non, mais ça l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, il faudra toujours, de toute façon, vous le voyez avec Toulouse, hein, Toulouse a un jeu très aéré, mais quand ils arrivent au moment où les moments cruciaux, on l'a vu en finale, ça bastonne dur et il n'y a plus trop de jeu, soi-disant, à la toulousaine. Hein, c'était voilà, donc je pense que La Rochelle aura besoin de sa puissance, mais je pense que ça doit libérer des espaces pour les trois quarts, et au vu du recrutement, encore une fois, quand tu prends des mecs comme Paco, Minia Julie, Laguivala, avec ce qu'ils ont déjà, et le Garec au milieu qui va animer tout ça, ils ont besoin de solutions, et Astoy n'en sera que meilleur. Ouais, vous êtes au cœur de la mêlée, bien sûr, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. 1 heure à débriefer du rugby, à se projeter aussi sur le match du soir, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Votre podium pour l'instant, tiens, Philippe et Jean-Baptiste, voilà, qui a la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze? Philippe, pour toi? Médaille d'or, c'est la section paloise pour moi, médaille d'argent Bayonne, et médaille de bronze, on va dire le Stade Français. Ouais, Jean-Bas? Médaille d'or Toulon pour son organisation défensive et son réalisme sur le match à Montpellier, avec un Ribans et un Brex très très bon. Argent Carbonel, qu'on n'avait pas vu comme ça depuis 2 ans, dans un match plutôt facile, je l'avoue. Et bronze Bruni, à l'image de la puissance des Bayonnais
qui a cassé les rugs perpignanais et qui a mis toute sa puissance au service. Il a fait que avancer sur la partie et c'est ce qui a mis les Bayonne dans le droit chemin. Ouais. Le flop du week-end, Philippe, pour toi? C'est plutôt la performance du Castres Olympique. Ouais. Jean-Bas? Moi, c'est le match. C'était vraiment le match typique de début de saison. Beaucoup de scories, peu de rythme. C'est peut-être le match le moins abouti de la journée. Et félicitations aux Palois qui l'ont emporté. Oui, le CO décevant, mais le match dans l'ensemble, pas très très bon. Ouais. Et t'avais une stat aussi, Jean-Baptiste. Hein? Ouais. Et la dernière chose, le gros point noir. Alors c'est même pas un flop. Pour moi, c'est un passage à vide complet. C'est les 19 pénalités du Racing avec un non-match. Je m'attendais à autre chose après la saison dernière, toutes ces déclarations du président et de Patrice Colazo. Et vraiment un match pauvre sur les sorties de camp, pauvre dans l'engagement et pauvre dans la discipline. 19 pénalités, c'est rédhibitoire à ce niveau-là. Ouais, largement battu le Racing à Lyon, on le rappelle. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et je crois, Quentin, que tu as un appel là. Hein. Tout à fait. Ouais. On a un appel qui nous vient du côté de La Rochelle. Ah oui, enfin de La Rochelle, oui, ou soit en tout cas de la région, un certain Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre de Vendée. Jean-Pierre Elissal, voilà. Mais oui, il fallait bien quand même pour introniser et baptiser le fiston, il fallait bien quand même le père. Voilà, on est content d'avoir Jean-Pierre. C'est une initiative personnelle, Jean-Baptiste. Bon, Jean-Pierre, qu'est-ce que t'en penses déjà de l'analyse de Jean-Bas là pour cette première? Elle est très bonne comme d'habitude, elle est toujours aussi douce, toujours aussi calme, sans jamais rentrer dans le conflit, toujours que les choses positives. En fait, il est bien dans l'air du temps, c'est parfait, c'est un vrai professionnel. Et moi, je trouve qu'un manque de piment, toujours. Parce que, en fait, vous dites que c'est des matchs du début de saison, tous, j'en ai vu quelques-uns. Autant j'ai vu un Toulon qui était bien en place, à Bayonne qui était aussi sur ses performances de la saison dernière, autant même Bordeaux hier, les 20 premières minutes, j'avais l'impression que c'était le Boy Scout qui jouait, quoi. Ils jouaient la baballe, ils étaient encore, je sais pas où ils ont passé leurs vacances, ils ont attaqué dans leur 22, ils arrivent à s'en sortir, je sais pas comment, et ils continuent à jouer n'importe comment, des coups de pied là. Enfin, c'était, Bordeaux a été dans le match, quoi. Je pense que Brûle aura passé un savon à la mi-temps pour te dire tout simplement parce que c'était bordélique. Ça n'avait rien à voir avec une équipe professionnelle qui connaissait tant le jeu, qui joue en fonction de ses talents. Ouais. Et là, c'était triste. Si le stade a un point et de mérite largement, mais si il a un peu de réussite, c'est le même match que la saison dernière, hein, c'est 20 points à la mi-temps, j'en suis intimement persuadé. Voilà, donc je vais écouter, j'ai entendu tout ça, comme je dis que c'était un beau match, engagement, bah oui, encore heureux que quand tu t'entraînes depuis 7 semaines à faire du physique, que tu as envie de t'engager, autrement c'est pas la peine, quoi. Voilà, et puis, mais c'était le petit Jalibert a mis au moins 30 minutes à rentrer dans le match, quoi. Alors déjà que jeune demi-mêlée, c'était pas le cul. Bref, ils ont du mal à se dépasser. J'ai trouvé un petit Bordeaux. Et Jean-Pierre, si tu téléphones pour dire du mal de Bègle et de l'UBB, ça va pas aller. Hein. Voilà, moi c'était attention. Hein. Donc, je sais bien, mais Bègle, c'est vieux déjà. Tu vois que tu es vieux toi aussi. Il commence aussi. Hein. Il n'y a pas que tes cheveux gris qui le signalent. Non, mais faut dire les choses. C'est un petit Bordeaux. Voilà, c'est un petit Bordeaux. C'est un petit Bordeaux. Mais parfois, il y a des petits Bordeaux qui peuvent se bonifier. Attention, hein, voilà. Ça, c'est sûr. La saison, je te l'ai dit. Hein. Par contre, parce que sur les Rochelais, je signale quand même qu'ils ont joué avec 4 piliers qui étaient espoirs l'année dernière et qui ont tenu relativement facilement la mêlée face à ce petit Bordeaux. Ils avaient un deuxième ligne, ils avaient Douglas qui est plutôt jeune, ancien bordelais, et Boudon, qui a été pour moi le meilleur deuxième ligne sur le terrain, qui a avancé tout le temps, qui a un physique incroyable. Voilà, donc ils avaient un 5 devant, il n'y en a pas un qui serait dans l'équipe type, quoi. Voilà. Bon. Et pourtant, ils ont tenu en mêlée, ils ont été en touche, ils sont en difficulté, mais Bordeaux aussi. Donc, je te dis, c'était un match bizarre. Moi, je ne vais pas vous dire que c'était un très beau match. Hein. Franchement, c'était même pas un beau match. Il y avait de l'engagement, il y a eu du jeu, c'est vrai, il y a eu des essais.
la vidéo. Alors j'ai vu pire. Vendredi, j'étais voir un match Vannes Soyons Angoulême. Alors là, je pense qu'on était au Festival de Cannes, tu vois, c'était la vidéo, les films partout. Voilà, donc, mais je dis que là aussi, il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup trop. Il faut voir les choses directement. Il faut que les arbitres s'habituent à avoir la juste réponse tout de suite. Voilà, bon, bref. Mais j'étais très content des matchs, ça, d'après un point. Et il y a eu un blessé grave en plus, c'est pas anodin, 2 même encore, ça va des matchs de début de saison. Bref, tu sais que ce match-là, si tu regardes bien, il y a quand même pas mal de négatifs. Hein. Je vais te couper comme à la belle époque, hein, parce que nous on a un chrono là. Hein, voilà. Alors c'était pour te faire une bise et pour lancer Jean-Bas sur Sud Radio. Et puis vous appellerez bien sûr en privé pour vous raconter tout ça, parce que j'imagine que ça va te débriefer pas mal. Oui. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous. Mais n'hésite pas une critique de temps en temps, Baptiste. C'est pas grave, on va dire qu'il a qu'à entraîner, mais ça fait partie du jeu de répondre. Allez, bon courage à tout le monde. Très heureux d'avoir. À bientôt. Salut Jean-Pierre, merci d'avoir été avec nous. Bon, le paternel, toujours pareil, Jean-Bas. Voilà. Un peu de piment. Ouais, un peu de piment. Et si tu voulais un tunnel, tu sais où tu le trouves. Voilà. Bon, on va te remercier, Jean-Baptiste, d'avoir été avec nous pour lancer cette émission. Bien sûr, on te retrouvera tous les dimanches, 18h, 18h15, comme ça, pour ton analyse, ton focus. Donc, on a compris l'animation rochelaise. Et on reviendra aussi sur ces points pour développer avec toi. Philippe, tu restes avec nous. On va accueillir dans un instant Sébastien Piqueronis, le manager de Pau. C'est l'une des grosses performances du week-end, la victoire à l'extérieur de la section paloise à 4. Merci Jean-Baptiste. Week-end prochain. À plus. Ciao. Salut Jean-Baptiste. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, tous les dimanches, entre 18h et 19h sur Sud Radio, la radio du rugby, pour débriefer du week-end, pour se projeter aussi sur le dernier match de la journée de Top 14. Ce soir, ce sera Clermont-Toulouse. On le vivra en direct en intégralité sur Sud Radio. On suit également la Coupe du Monde féminine. Un petit point score avec toi, Quentin, puisque la France défie dans son dernier match de poule l'Afrique du Sud à Northampton. Exactement, François, et ça se passe plutôt très bien pour les Françaises qui ont déjà inscrit 3 essais dans cette rencontre. Le premier a été signé Boulard, ensuite c'est Vernier et Escudero qui ont inscrit ces essais. Donc pour la France, ça se passe très très bien, et le score à l'heure actuelle 19-3 après 31 minutes dans cette rencontre. Voilà qui est bien parti pour l'équipe féminine. Ce qui permettrait aux Françaises d'être première de la poule dans cette Coupe du Monde. Du 15 de France. Lui aussi, il a été champion du monde en tout cas c'est l'espoir des féminines, mais il a été avec les moins de 20 ans. C'est Sébastien Piqueronis, aujourd'hui manager de la section paloise depuis 5 ans. Bonsoir Sébastien, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir François, bonsoir à tous. On est avec Philippe Spanghero, bien sûr, avec vous les auditeurs au 0826 300 300, et pour souligner quand même le bon début de saison de la section paloise qui s'est imposée hier à Castres 17-15. Alors Sébastien, c'est ta 5e saison à la tête de la section paloise, et démarrer aussi bien face à un rival pour la qualification, j'imagine que c'est des signes déjà qui doivent un petit peu changer des saisons précédentes. Oui, effectivement, c'est une première pierre à l'édifice. C'est une bonne chose. Traditionnellement, on avait l'habitude de démarrer à Castres, et on perdait tout le temps. Et effectivement, c'est une très bonne chose de gagner, même si, tu le sais aussi bien que moi, le chemin reste très très long. Et déjà, dès samedi prochain, on reçoit un rude adversaire à la maison, donc ça va être à nouveau très difficile. Mais en tout cas, on est très fiers, très heureux de ces 4 premiers points. Et effectivement, c'est un début de chemin encourageant. Philippe Spanghero avec Sébastien Piqueronis, manager de la section paloise. Oui Sébastien, mais bravo pour cette première performance à l'extérieur. On sait que c'est toujours très compliqué d'aller s'imposer sur la pelouse de Pierre Fabre, mais au-delà du résultat, j'imagine que dans le caractère collectif, on a senti une maturité. Cette équipe, vous la faites grandir, vous avez donné la confiance à des jeunes joueurs ces dernières saisons qui aujourd'hui tiennent la baraque et tiennent ce groupe, mais il y a quand même des temps forts dans ce match, notamment ces 10 minutes là en infériorité numérique en deuxième période où vous réussissez à pas prendre de points avec beaucoup de discipline défensive. J'imagine que c'est un des motifs de satisfaction principaux.
Oui, exactement. Exactement. Je pense que c'est tu as raison, c'est 7, 8, 10 minutes proche de la ligne où les castrés nous ont mis à mal, mais on n'a jamais rompu. Et pour moi, c'est un vrai marqueur de l'identité, de l'état d'esprit de ce groupe. Alors, comme tu l'as dit, c'est un groupe qui travaille dans la continuité depuis plusieurs saisons maintenant. Et je pense que tout simplement, on récolte les fruits de notre travail acharné. Donc très heureux du comportement, de l'état d'esprit de mes hommes d'hier et surtout hâte que ça se reproduise parce que tu sais ce genre de performances si elles ne sont pas durables on va vite retomber dans nos travers. Donc on est heureux de pouvoir faire preuve de cet état d'esprit. Maintenant j'attends qu'une chose, c'est que ce soit reproductible. Est-ce que tu l'avais entrevu, on va dire, ce caractère-là, notamment dans la préparation? On voit souvent des choses, on a le temps de voir des choses dans la préparation. Pourtant, je crois que les résultats des matchs amicaux n'avaient pas été fameux. Mais est-ce que toi, tu le sentais quand même, Sébastien? Oui. Clairement oui. Les matchs de préparation, ça va se préparer. Donc visiblement, on n'était pas trop mal préparé. En tout cas, depuis la fin de saison dernière, effectivement, oui, je sentais de plus en plus de cohésion, de plus en plus de confiance. Et puis tout simplement, je crois d'abord à la vertu travail. Tu sais, quand on travaille en confiance, en sérénité, alors attention, dans un environnement très difficile, mais quand on travaille en sérénité dans cet environnement dur qu'est le top 14, avec de la continuité, je crois tout simplement que le travail paye. Et il me semble qu'en fin de saison dernière, ou en tout cas qu'en deuxième moitié de saison de l'exercice précédent, les performances étaient de plus en plus cohérentes et abouties. Et je suis très heureux que l'on reprenne finalement le fil en ce début de saison, même s'il y a beaucoup de points à revoir. C'était quand même un match de reprise hier où on aurait pu très bien le perdre. On l'a gagné, je suis très heureux qu'on l'ait gagné à mes yeux mentalement et à mes yeux grâce à nos avants. Mais voilà, pour viser plus haut en top 14, il nous faudra quand même jouer plus vite et attaquer un peu mieux les espaces. Tu l'as vu comme moi, je pense. Ouais, Philippe, peut-être encore avec Sébastien, une petite question quand même, parce que c'est vrai qu'on attend beaucoup de la section paloise. On attend un top 6 cette saison, Philippe, pour la section. On peut l'attendre, d'abord parce qu'ils ont bien démarré hier, mais au-delà de ça, ces 2 dernières saisons, finalement, ça s'est joué à pas grand-chose. Alors, 2 questions. Comment tu analyses justement le fait que ça n'ait pas fonctionné la saison dernière? Qu'est-ce qui vous a manqué? Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette course au top 6, elle se joue aussi beaucoup sur la profondeur de banc, sur la capacité à gérer cette saison. Et est-ce que tu considères que vous avez réglé cette question-là dans le recrutement? Oui, alors la question, qu'est-ce qui nous a manqué? Peut-être un peu de temps finalement ou de continuité dans le temps, parce que ce dont je suis sûr, c'est que ça fait plusieurs saisons maintenant que l'on travaille beaucoup, qu'on travaille plutôt très bien à mes yeux. Là, je suis très satisfait de l'effectif que j'ai à ma disposition, je suis très satisfait des jeunes talents du centre de formation qui montent. Donc je pense tout simplement qu'il nous a manqué un peu de temps, et échouer à 2 points 2 années de suite, évidemment c'est cruel, mais il faut toujours voir le chemin parcouru et savoir qu'on est dans un environnement concurrentiel où les autres travaillent aussi. Les autres travaillent, certains ont un petit peu d'avance, donc il s'agit non pas d'avancer nous, mais de les rattraper. Donc je pense qu'il nous a manqué un peu de temps, et j'espère que cette année, en tout cas, sera la bonne pour tout simplement valider non pas le travail de l'unique intersaison, mais le travail des 4 saisons complètes maintenant. L'objectif aussi, on sait que les qualifications, elles se construisent par des parcours aussi de qualité à l'extérieur. C'est souvent ça quand même le repère. L'an dernier, il y avait eu 3 victoires. Là, vous commencez par une victoire à l'extérieur. Le défi, c'est d'en faire plus, d'aller au-delà de ces 3 victoires. Oui, alors déjà le défi, ce sera d'essayer de rendre le Hameau le moins productif pour les adversaires possible. On avait surtout perdu 3 fois à la maison de l'année dernière, donc effectivement, on avait mérité de gagner 3 fois dehors, mais finalement ça s'était équilibré pour 13 victoires, pour 13 défaites. Donc j'espère qu'on sera capable de voler des points ailleurs et d'en mériter d'autres, mais j'espère surtout que le Hameau sera très difficile à prendre cette année et qu'on gagnera le plus de matchs possible au Hameau. Rester invaincu est une ambition, est un objectif. C'est très difficile en top 14, mais en tout cas, on veut dès aujourd'hui, les joueurs ne vont arriver au centre d'entraînement que demain, mais tu sais que nous, le staff, on a toujours, sur la journée de transition du dimanche, un œil sur la préparation du match qui arrive, et c'est déjà notre obsession pour le match de samedi, parce qu'on va recevoir le Stade Français qui a mis 50 points à la maison, qui arrive sur une forme d'euphorie, j'ai envie de dire, et de légèreté qui fait peur. Donc à nous d'être à la hauteur déjà samedi et de rendre le public du Hameau qui va venir encore nombreux très fiers de nous.
Voilà, le Stade Français qui avait fait 0 l'an dernier à l'extérieur, donc voilà, qui peut-être voudra attaquer la saison du bon pied. Hier, il y avait, sauf erreur de ma part, il y avait une seule recrue dans le 15 de départ, je crois que c'était Thomas Laclaya. Cette stabilité, c'est aussi ça le secret de la section sur ces 5 ans, parce que c'est rare de durer, on va dire, autant déjà pour un manager et dans la stabilité de l'effectif. Oui, en tout cas, c'est un avantage. Aujourd'hui, c'est un avantage parce qu'on se connaît bien, parce qu'on travaille de mieux en mieux, parce qu'on échange beaucoup. C'est assez joueur. J'ai la chance d'avoir un squad au-delà de la compétence, mais qui échange beaucoup, et on essaie mois après mois, année après année de faire mieux. Donc effectivement, c'est une chance. À partir du moment où on a confiance en ces hommes, à partir du moment où on a une grosse confiance dans notre formation, et je crois que c'est un vrai marqueur identitaire de notre club. Notre club est capable de sortir des jeunes talents. J'ai la prétention de penser qu'on va encore en sortir d'autres. Donc à partir de là, la stabilité est évidemment un avantage. Donc continuons surtout, et puis même si l'environnement est très dur, la concurrence est rude, en tout cas on est très fiers de faire peu de cette stabilité, de cette continuité et d'avancer tous ensemble. Eh bien, on vous souhaite en tout cas une belle saison, une confirmation à la maison face au Stade Français. Ensuite, il y aura un déplacement à Clermont, puis la réception du Loup, voilà, pour ce mois de septembre. Merci Sébastien Piccheronis d'avoir été avec nous en direct, notre premier invité Top 14 dans cette émission du dimanche soir. Merci d'avoir pris sur ton temps de repos, et on se dit à très bientôt. Au revoir Sébastien. À très bientôt, merci François, au revoir. Dans un instant, on va parler aussi d'une figure du Top 14, Guillaume Rouette, voilà, qui est passé en national, en 3e division. On va en parler, bien sûr. Il est allé du côté de Nice. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec vous au 0826 300 300, l'émission du dimanche soir, pour revenir bien sûr sur le week-end rugby, pour se projeter sur la soirée, et puis aussi parler de tous les rugby. Philippe Spanghero est là, notre consultant Sud Radio, et puis Quentin Cabanis, bien sûr, parce que je sais, Quentin, que tu as un œil, plus qu'un œil même, sur ce match qualificatif pour les Françaises. Ce sera pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine, les Françaises qui défient l'Afrique du Sud. Ouais, les Françaises, ça se passe très bien pour elles aujourd'hui. 24-3 à quelques minutes de la pause, avec 4 essais inscrits par cette équipe de France. Boulard, Vernier, Escudero, et c'est Guérin qui a inscrit le dernier essai pour cette équipe de France. Donc tout se passe bien pour les Bleus. Ça se passe bien également en national. C'est le 3e échelon pour les passionnés de rugby, en tout cas le 3e échelon du rugby national, qui a déjà démarré son championnat depuis plusieurs journées. Je crois que c'est la 3e, tout à fait. Et justement, on va en parler dans un instant avec notre invité, ce sera Guillaume Rouette, voilà, l'ancien Bayonnais, désormais à Nice, et surtout avec toi pour se mettre à jour des résultats. Et ben justement, il a performé, puisque le Stade niçois a remporté son match face à Bourgoin-Jallieu 23-20. Nice qui évoluait à l'extérieur. Il y a eu un match nul entre Suresnes et Bourg-en-Bresse, 32 partout. Niort a battu Albi 37-17. Succès de Rouen face au club du Nord, Marc Ambareuil qui évolue du côté de Lille, 53-19. Chambéry a battu Narbonne 31-17. Tarbes s'est imposé face au CA Périgourdin 25-20. Et Massy a battu Rennes 41-21. Voilà, Nice premier ex-aequo, on va dire. Il y a 4 premiers qui ont 10 points, Chambéry, Nice, Périgueux et Suresnes. Voilà les 4 premières équipes de ce championnat. Pour en parler, on est très content et très heureux d'accueillir Guillaume Rouette, désormais à Nice, au Nissa Rugby, et on est très heureux d'accueillir surtout l'ancien Bayonnais. Salut Guillaume. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Philippe Spanghero est là également. Alors, à 37 ans, tu n'avais connu qu'un club, l'Aviron Bayonnais, et là, désormais, tu es au bord de la Méditerranée pour découvrir Nice. Voilà, comment ça se passe, toi qui jouais encore les demi-finales du Top 14 il y a quelques semaines? Écoute, ça se passe très bien. L'adaptation s'est très bien passée, que ce soit pour moi ou ma famille. Donc, voilà, très, très, très heureux d'être à Nice. Elle a été très bien intégrée par tout l'effectif. Tout l'effectif qui, pour l'instant, performe. Il y avait une défaite à Périgueux. Aujourd'hui, il a une victoire à l'extérieur. La différence de niveau, qu'est-ce qui te vient à l'esprit par rapport à ce que tu connaissais il y a encore quelques mois? C'est surtout sur le temps de jeu effectif, on va dire, un peu peut-être sur la vitesse de jeu, mais après, physiquement,
pour moi, il y a pas une grande différence. Et voilà, on va dire que c'est plutôt, on retrouve le rugby un peu de villageois où avec, voilà, c'est vraiment la bataille des rucks. Il faut vraiment performer là-dessus si on veut exister dans ce championnat. Philippe Spanghero avec Guillaume Rouette, notre invité, pour parler un peu aussi de ce rugby d'un peu plus bas. Ouais, Guillaume, bonsoir. En tout cas, c'est une belle aventure à vivre après avoir connu que l'aviron bayonnais. Est-ce que tu as été surpris quand même malgré tout, au-delà du temps de jeu forcément qui est différent, de ce niveau en national? Parce que bon, moi j'ai joué il y a une quinzaine d'années et c'est vrai qu'il y avait peu d'écart entre la nationale et la Pro D2. Ça m'avait surpris sur notamment le combat. Est-ce que finalement, toi qui avais connu que le très haut niveau, tu t'attendais à autre chose? Non, franchement, je savais pas trop où j'allais, mais c'est vrai que voilà, le niveau il reste quand même très élevé. Les semaines de match aussi pour moi elles sont semblables à ce que j'ai connu à Bayonne, donc voilà. Et puis les jours de match, voilà, c'est assez rude, quand même, c'est très physique et voilà où je dis où peut-être la seule différence avec top 14 auprès des deux, c'est peut-être sur le temps de jeu effectif où c'est un peu plus haché, mais sinon pour le reste, pour moi il y a pas un si grand écart que ça. Ouais, du coup quand tu vois hier tes anciens coéquipiers performer du côté de Perpignan en l'emportant lors de cette première journée 26-19 à l'extérieur, t'as pas eu un petit pincement au cœur, Guillaume? Non, pas de pincement au cœur, non. Mais j'étais très heureux pour eux. D'ailleurs, j'ai regardé le match, je les ai félicités aussi. Non, mais je suis content pour eux parce qu'ils ont eu une intersaison un peu compliquée. Ils ont répondu de la meilleure des manières en allant s'imposer à Perpignan. On sait que c'est jamais facile d'aller gagner là-bas. D'ailleurs, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné là-bas, donc très content pour eux. Et voilà, je leur souhaite le meilleur et qu'ils fassent une saison aussi belle que l'an dernier, si ce n'est plus. Ouais, est-ce que c'est aussi le changement, on va dire, du cadre de vie que tu es allé chercher? Parce que j'imagine que, voilà, toutes tes 20, t'as fait quoi, 20 ans dans ton club, peut-être encore plus. Est-ce que c'est ça que tu es allé chercher aussi, un changement de vie? On va pas se mentir, il y a aussi la qualité de vie qui dans le choix que j'ai fait et voilà, le fait aussi qu'il y a quand même un bon projet à Nice, c'est ça qui m'a plu aussi. Et le fait que voilà, ça soit en reconstruction avec la construction d'un nouveau stade et tout, et de faire partie du début de ce projet pour moi terminer ma carrière, je trouvais ça assez intéressant. Moi qui suis compétiteur, voilà, c'est ça qui m'a tenté dans l'aventure à Nice. Avec la volonté peut-être d'entraîner après, il y a eu des discussions dans ce sens ou pas du tout? Ça faut avoir un Michel DJ, mais non, pour l'instant, non, on n'a pas discuté de l'après. Voilà, je suis parti pour 2 ans, je me concentre en tant que joueur et on verra pour l'après, on aura le temps de voir d'ici là. Philippe, avec Guillaume Rouette, notre invité, pour parler de cette fédérale, cette 3e division. Guillaume qui est aujourd'hui donc demi-mêlée de Nice. Ouais, mais cette nationale, Guillaume, j'ai l'impression quand même qu'elle permet à ce rugby du nord de la France, celui qu'on essaie de ramener pour un peu homogénéiser sur le territoire les bassins. Alors on s'est réjoui de voir Vannes, mais là il y a quand même des équipes comme à Rennes, Niort, etc. Est-ce que ça te surprend de voir l'engouement et la façon dont les choses se structurent là-bas? Et est-ce que tu penses que c'est des équipes qui ont des possibilités de rapidement de découvrir le rugby pro? Ouais, je pense. Après, on sait que c'est vrai que le rugby, c'était souvent dans le sud. Donc, je vous confirme par les heures de bus qu'on va faire que voilà, on va voir que on va se déplacer beaucoup dans le nord et voilà, c'est quand même des grands bassins comme Rennes. Il y a Marc Ambaraille aussi qui a aussi tout pour réussir. Dans ce sport-là, dans le rugby, parce que voilà, c'est quand même une grande ville et je pense que le rugby a la place on le voit avec Bordeaux, comme notamment nous à Nice, qui a la place pour 2 sports, notamment le foot et le rugby. Donc je pense que c'est quelques clubs du Nord ont tout pour aller titiller le haut niveau. Ouais, donc ça veut dire que Périgueux vous l'avez fait en bus et Bourgoin aussi? Tout à fait, et Tarbes aussi. Pour aller jusqu'à Lille, vous irez en bus aussi? Non, je pense pas, j'espère pas en tout cas. Parce qu'il faut partir 2 jours avant. Là. Ouais.
Bon, en tout cas, c'est les joies aussi de redécouvrir ça. L'Aviron, finalement, tu n'avais connu que la Pro D2. C'était le plus bas que tu avais connu avec l'Aviron. Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, c'était effectivement ce pari pour aller vivre à Nice. Est-ce qu'il fait vraiment plus beau à Nice qu'à Bayonne? C'est une légende, ça. Ouais, j'avoue que c'est pas trop une légende. J'ai pas eu un jour de pluie encore à Nice. Apparemment, il a plu, mais on était en stage à Sanary, donc c'est vrai qu'il pleut beaucoup moins qu'au Pays Basque. Bon, on verra en tout cas cet hiver, et c'est peut-être là que tu l'apprécieras le plus. Merci en tout cas, Guillaume, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Peut-être, Philippe, une dernière question ou un dernier mot rapide. À Guillaume. Est-ce que tu te projettes encore un peu? Est-ce que c'est une saison comme ça pour finir, ou est-ce que tu te laisses la possibilité de poursuivre en fonction de ce que ton corps te permettra de faire? Ah, il est parti, Guillaume, effectivement. Après, je crois qu'il avait signé pour 2 ans. Ah, il nous l'a dit, okay. 2 ans, mais bon, après on peut signer pour 2 ans et peut-être avoir une option. Mais bon, à la fin de la saison, il peut déclencher une option peut-être en fonction de l'état de forme. Voilà, tout à fait, effectivement. Il n'a pas fermé la porte sur la question sur entraîner après. Voilà, on sait quand même que c'est un passionné, comme souvent les demi de mêlée, qui ont un regard un peu stratégique sur le jeu, et ils aiment bien souvent poursuivre leur carrière à entraîner. Le virus et la passion du rugby les habitent. En tout cas, il n'a pas fermé la porte, il a renvoyé sur Monsieur Aldiger. Voilà pour les principales infos. Peut-être donner aussi les résultats de National 1, Quentin, si tu les as, parce que voilà, il y a 2 divisions nationales, donc on va dire le 4e échelon. Mais si tu les as pas, on peut les dire juste après. Juste peut-être donner juste le score des filles, si jamais elles sont encore sur le terrain dans cette première période, ou si ça a repris, puisque je crois que tu me disais qu'il y avait 24-3 tout à l'heure. Oui, c'est toujours le cas, puisqu'elles n'ont pas encore fait leur retour sur le terrain, François. Donc pour l'instant, on ne risque pas d'avoir un flop. Mais voilà, pour l'instant, elles ne sont pas sur le terrain, mais quand elles reviendront, nul doute que le score va évoluer. Allez, on va se retrouver dans un instant, bien sûr, pour se projeter sur le match du soir entre Clermont et Toulouse, et puis aussi pour vous donner les résultats de National 1 quand même. À tout de suite sur Sud Radio dans Au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée, pour parler bien sûr de tous les rugby, on parlait de National, on va vous donner les résultats de National 2, parler également du rugby féminin, France-Afrique du Sud, ça reprend, et puis on se projettera sur le Clermont-Toulouse qu'on vivra sur Sud Radio en direct en intégralité à partir de 21h. On a un petit peu raccroché au nez de Guillaume Rouette, qui était notre invité, d'une mêlée du Stade Niçois, ancien de l'Environs bayonnais. Quand même, on voulait, Guillaume, te saluer proprement. Voilà, quand même, parce que Philippe Spanghero avait une question pour terminer notre entretien. Oui, une dernière question pour Guillaume, en effet. Donc, tu nous disais que tu avais signé 2 ans, mais est-ce que tu te laisses l'opportunité, en fonction de ce que ton corps te dira de faire, de poursuivre encore un peu avant éventuellement de basculer sur l'entraînement? Oui, tout à fait. Sur ça, j'ai toujours été clair avec le président. Moi, de toute manière, je sais que voilà, j'ai signé 2 ans, mais le jour où je vois que le corps ne suit plus, j'aurai l'honnêteté et la lucidité de lui dire que c'est plus possible. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, je me sens bien, que ce soit mentalement et physiquement. Donc, voilà, j'espère que ça durera. Ouais, t'es content de ton début de saison, Guillaume, sur ces 3 premiers matchs? Ouais, on est content comptablement. Après voilà, il y a encore beaucoup de travail. On a un effectif quand même où il y a eu beaucoup d'arrivées de joueurs, donc c'est normal. On est encore en rodage, mais voilà, c'était important on a fait en plus les 3 premiers matchs à l'extérieur, donc on a 2 victoires et un bonus défensif, et voilà, c'était important d'aller gagner même hier à Bourgoin, même si voilà, sur le jeu on a encore beaucoup à travailler, mais voilà, c'est important de pouvoir continuer à travailler avec des victoires. Eh bien, on te remercie beaucoup, Guillaume Rouette, d'avoir été avec nous de une mêlée du Stade niçois, de Nissa Rugby, voilà, ancien de l'Aviron bayonnais, et qui donc est aujourd'hui dans les joutes de National. Merci, Guillaume. À très bientôt. Merci sur l'antenne de Sud Radio, et bonne saison avec les Niçois dans cette nouvelle aventure. On le disait, la Nationale 2, on a donné la Nationale 2, peut-être pour les résultats, Quentin, parce qu'on veut être complet. Exactement, avec Saint-Jean-de-Luz qui a battu Mauléon 13-6. Marmande qui s'est imposé face à Nantes 34-33. L'Avenir Valencien a battu Tyros 35-33. Succès de Langon sur la pelouse d'Anglette 20-9. Orléans a battu Groyer 30-19. Et en ce moment, Drancy affronte Salles.
Et ben voilà, Drancy Salles face aux sangliers de Salles, les Girondins, voilà, puis l'avenir valencien, vous l'avez compris, Valence d'Agen. Philippe, voilà, toi tu regardes tous ces résultats-là, parce que forcément c'est aussi ce rugby-là qui irrigue le niveau au-dessus, hein, toujours. Ouais, bien sûr. On voit en plus qu'il y a de plus en plus de joueurs français. Ça avait été un problème quand même dans ces divisions ces dernières saisons. Il y avait beaucoup de joueurs étrangers et ça pénalisait quand même la formation. On est revenu quand même dans ces clubs-là, dans ces divisions-là, une vraie volonté de formation. Et puis on voit aujourd'hui que les passerelles fonctionnent et que l'ascenseur marche. On a parlé sur la journée de Pro D2 ce vendredi de jeunes joueurs qui arrivaient de national et qui tout de suite montraient qu'ils avaient le niveau au-dessus. Donc ça c'est plutôt positif. Donc je suis, alors honnêtement pas tous les week-ends, mais j'aime suivre assez régulièrement parce que forcément en national, quand on énumérait tout à l'heure les noms et des affiches, il y a quand même des grands noms du rugby. On est un peu nostalgique avec Narbonne, avec Tarbes, avec Albi qui ont quand même connu le niveau au-dessus. Et donc on voit que le rugby est devenu complexe et exigeant parce que ça reste des grands clubs qui ont du mal à retrouver le professionnalisme et qui auront du mal à le retrouver avec l'économie qui va avec. Mais en tous les cas, pour l'histoire du rugby, c'est vrai que c'est des divisions qui sont intéressantes à regarder parce qu'il y a des belles histoires dans ces clubs-là. Il y a des belles histoires, effectivement, et on essaiera toujours d'avoir un regard et vous donner les résultats dans cette émission du dimanche soir au cœur de la mêlée entre 18h et 19h sur Sud Radio. À 21h, il y aura un rendez-vous, c'est le rendez-vous du dimanche soir, où Clermont accueillera au stade Marcel Michelin le stade toulousain, un coup d'envoi 21h05. Alexandre Priam sera avec nous, on le vivra en direct en intégralité. Voilà, c'est un match qui sera commenté par Guillaume Bonnor et voilà, on attend aussi ce Clermont affronter une équipe dit mixte de Toulouse. Salut Guillaume. Bonsoir François, bonsoir à tous. Ouais, Guillaume, t'es en route pour le stade, donc où on va te retrouver dans un peu moins de à peu près 2 heures sur notre antenne. Tiens, je lisais que Christophe Furios disait qu'en gros il y en avait marre que Toulouse vienne s'imposer. Il l'avait fait 2 fois de suite avec des équipes mixtes, c'est-à-dire des équipes de jeunes un peu et remaniées face à l'équipe de Clermont. On sent clairement qu'il a voulu passer un message à ses joueurs, Christophe Furios. Ouais, il était agacé, hein. Christophe Furios en conférence de presse cette semaine, mais bon, faut dire que Toulouse reste sur 6 victoires consécutives face à l'ASM, dont 3 au Michelin, donc ça commence à faire beaucoup. Et Christophe Furios n'a jamais gagné contre le Stade Toulousain depuis qu'il est arrivé à l'ASM, donc ils veulent mettre fin à cette spirale négative. Mais c'est vrai que parler d'équipe mixte, on veut pas. C'est en préparant les compos des 2 équipes, on se rend compte quand même de la profondeur de banc du Stade Toulousain malgré les absences. Ça reste une équipe tout à fait magnifique, on va dire entre guillemets. Il y a vraiment du matériel face à l'ASM ce soir qui a recruté, mais seulement 2 recrues seront dans le 15 de Clermont ce soir. C'est vrai que 2 équipes avec des trajectoires différentes, bien sûr. Un 5e et barrage pour l'ASM et bien sûr un 24e titre pour le champion de France, le Stade Toulousain. Tout à fait. Une dynamique différente, mais Clermont revient petit à petit dans la course. Ouais. On va voir s'ils peuvent faire mieux que la saison dernière. Justement, tu parlais des 2 recrues qui seront sur la pelouse. On attend beaucoup quand même de ce numéro 10, Harry Plummer, qui nous vient de Nouvelle-Zélande, du rugby du Sud. Voilà, on a envie de voir comment ça va fonctionner avec Baptiste Jonot. C'est ça aussi l'attente ce soir au Michelin qui sera à guichet fermé, on le rappelle. Hein. Ouais, guichet fermé, 5e guichet fermé contre le champion ce soir. Et c'est vrai qu'on a attendu déjà Harry Plummer au tournant contre Brive en match de préparation et contre Toulon la semaine dernière à Issoire. Et il s'en est plutôt bien sorti pour l'instant. Même il a été applaudi par les supporters à Issoire, donc c'est plutôt bon signe. Et c'est vrai, juste 3 semaines d'adaptation avec Baptiste Jonot qui avait fait la tournée en Nouvelle-Zélande, donc qui est revenu plus tard pour la préparation. Donc on va voir ce que ça donne ce premier match associé à ce très bon numéro 9 Baptiste Jonot. Donc c'est vrai qu'il communique beaucoup, hein. On l'a lu dans la presse, dans la montagne, dans l'équipe. Ils s'entendent très bien déjà. Et Harry Plummer qui est arrivé une semaine avant la reprise prévue, hein. Il a déjà pris des cours de français bien avant de son arrivée en France, à la fois pour son intégration sur le terrain et en dehors. Donc on va voir ce que donne l'ancien protégé de Vern Cotter qui en disait que du bien quand il était au Auckland Blues. 2 sélections chez les All Blacks quand même. C'est un renfort, voilà, attendu depuis quelques saisons à l'ouverture
d'ouverture du côté de l'ASM. Ouais, juste un petit point sur le score de France-Afrique du Sud, Quentin. Ça se passe encore mieux pour les Françaises désormais. 31-3 pour ce dernier match de poule des qualifications pour prendre la tête de la poule. Et donc les Bleus mènent après 45 minutes 31-3 face à l'Afrique du Sud. Bon, qualification pour les quarts assurée pour nos féminines et nous nous en réjouissons, même si les gros morceaux on les connaît. Ce sera l'Angleterre ou l'Afrique du Sud. Philippe, un petit mot très rapide sur ce soir ce Stade Toulousain qui se déplace à Clermont pour une passe de 3 en déplacement à l'ASM, selon toi? Le Stade Toulousain, en tout cas, va jouer grandement sa chance, puisque, comme on le disait, c'est vrai que le Michelin leur réussit quand même plutôt bien ces dernières saisons. Alors, la motivation est toute trouvée pour Christophe Furios. Ils reçoivent le Stade Toulousain, champion en titre. Et puis, aujourd'hui, de toute façon, ça fait très longtemps que les équipes qui reçoivent le Stade Toulousain, même remaniées, ne se laissent pas, ne tombent pas dans le piège, puisque on se souvient de victoires de Toulouse avec des équipes encore beaucoup plus largement remaniées que celle qui sera alignée ce soir. Donc voilà, c'est une entrée en matière intéressante. Et puis Clermont quand même qui a retrouvé quelques certitudes autour de Christophe Furios avec un barrage la saison dernière, qui sont allés chercher et batailler pour y aller jusqu'à la dernière journée de phase régulière. Donc on sent cette équipe de Clermont assez sûre de son collectif. On les a laissés comme ça en tous les cas en fin de saison dernière. Guillaume, à tout à l'heure, 21h sur l'antenne de Sud Radio avec Alexandre Priam pour suivre ce match. Voilà, dans une équipe quand même de Toulouse où il y a Ntamak, où il y a Ramos, et on va dire que les deux jeunes, c'est Banos et Delibes. Donc c'est quand même dans le 15 de départ. Donc voilà, c'est quand même très très solide ce soir Toulouse du côté de Clermont. Quentin, oui. Rendez-vous avec un nouveau rendez-vous Sud Radio. Oui. C'est avec Cyprien Bétou. C'est un podcast, c'est demain. Exactement. Tous les lundis, il y aura donc un podcast où on va revenir sur ce week-end, sur le week-end de rugby, de Top 14, de Pro D2. Et puis il y aura un autre podcast aussi le vendredi avec les pronostics de l'équipe Sud Radio. Donc voilà, 2 nouveaux podcasts rugby à revenir dès la semaine prochaine et donc dès ce lundi. Eh ben voilà, on vous remercie messieurs, merci Philippe. Voilà, bonne semaine. On se retrouve bien sûr sur Sud Radio pour parler de rugby très très vite et dès ce soir à 21h. À tout à l'heure Guillaume. Merci. Ciao, bonne soirée.